Agatha Liévin-Bazin, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié chez Circonflexe Société animale, ces animaux qui vivent ensemble, que pour les enfants, mais enfin, franchement, pour leurs parents, avec sur une idée qui est quand même très importante à défendre aujourd'hui, c'est que face à la fameuse loi de la jungle, en fait, l'autre loi de la nature, c'est beaucoup l'entraide, la solidarité, les partenariats, etc. C'est ça, en fait, l'idée de votre livre. Oui, exactement. L'idée, c'était vraiment de présenter plusieurs systèmes sociaux, parce qu'il y en a des très différents dans la nature, des animaux qui restent juste en couple, ou même juste les petits avec leur mère, et puis des sociétés beaucoup plus... où les liens sont plus complexes, où les animaux restent plusieurs années ensemble, voire toute leur vie, et où il peut se créer des échanges, des coopérations, des entraides de plus ou moins complexes selon les espèces, et ouais, c'est ça ce qu'on voulait mettre en avant. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a en fait une liberté totale dans la nature, on trouve de tout. Et alors on parle toujours des araignées, qu'on a l'impression solitaires, et en fait vous nous avez déniché une araignée, elle est incroyable cette araignée qui vit en colonie. Oui, tout à fait. Alors, on le sait peu, mais c'est vrai que les araignées qu'on pense toujours solitaires, on se rend compte qu'il y a, je crois, une vingtaine d'espèces au monde qui sont sociales. Et la plus étudiée, donc, c'est Anelosimus eximus, qui est une toute petite araignée qui fait la taille d'un grain de riz, qui vit aux Antilles, en Guyane, et qui fait des toiles, enfin, il y a des colonies de plusieurs milliers d'individus, et qui construit ces grandes toiles qui peuvent faire jusqu'à 8 mètres de long, 2 mètres de large. Et avec cette force, en fait, elles peuvent attraper des proies beaucoup plus grosses que ce qu'elles pourraient attraper toutes petites. Elles peuvent attraper des sauterelles, alors pour une araignée de cette petite taille. Et puis, ce qui est assez fou, c'est qu'elles se partagent les tâches. Elles vont réparer la toile, elles vont se regrouper à plusieurs quand il y a une proie qui se prend dans la toile. Et il y a même plusieurs femelles qui peuvent nourrir des petits, parce qu'elles nourrissent les petits. Elles vont pré-mâcher la nourriture et donner comme ça aux petites araignées. Donc ouais, c'est plutôt poussé pour des toutes petites araignées. Alors, autre exemple que vous donnez qui est très fascinant, les républicains sociaux, déjà rien que le nom, sont des oiseaux qui habitent dans un HLM. Alors racontez-nous. Alors oui, les républicains, ils ressemblent un peu à nos moineaux domestiques. Ce sont des petits oiseaux qui vivent donc en Afrique de l'Est. Et en fait, ils forment des nids gigantesques où il peut y avoir des centaines de couples. Chaque couple a son entrée dans ce grand nid collectif, à sa zone. Chaque couple vit plus ou moins sa vie, et les nids sont parfois si grands, si lourds, qu'ils peuvent des fois effondrer l'arbre sur lequel ils sont construits. Donc ouais, c'est vraiment très impressionnant, et tous ces oiseaux sont dans ce même très grand nid, et ils interagissent assez peu. C'est vrai qu'au final, chaque couple est un peu indépendant. Mais voilà, si par exemple il y a un reptile, un serpent qui va s'approcher, plusieurs oiseaux vont pouvoir crier, donner l'alarme pour prévenir les autres qu'il y a un danger qui s'approche. Et ça dure pendant des centaines d'années, ça? Oui, en fait, les générations restent... les petits vont se créer... ils se s'éparpillent pas trop, et le nid en tout cas reste en place des centaines d'années. Alors l'habitat, c'est vraiment passionnant. Alors il y a un habitat qui est incroyable, c'est celui du blaireau aussi. C'est fou ça. Avec son terrier, avec ses ramifications, ouais, c'est assez impressionnant. Surtout que le blaireau, on le connaît peu, puisque c'est un animal nocturne, crépusculaire, qui pourtant vit en France et est assez bien répandu. Et les blaireaux vivent en famille, et il y a ce système de galeries souterraines. Alors c'est assez marrant parce qu'on s'est rendu compte que des fois ils étaient colocs avec les renards par exemple, qu'une chambre d'amis qui n'était pas occupée, il y a des renards ou des lapins qui allaient les occuper. Et dans certains endroits, alors notamment au Royaume-Uni, où il y a beaucoup plus de blaireaux que chez nous, on a trouvé une fois un terrier avec 198 entrées. Donc c'est quand même assez impressionnant. Alors toutes ne sont pas utilisées, et elles vont parfois jusqu'à 5 mètres en profondeur dans le sol, donc c'est des constructions vraiment impressionnantes. Mais oui, le blaireau, il y a toutes ces chambres, ces différentes ramifications qui sont très impressionnantes. Les chambres tapissées, vous dites tapissées pour que ce soit bien confortable, avec le coin latrine, etc. Alors ils aiment bien leur confort, c'est-à-dire qu'ils installent une litière de feuilles, de mousse, pour rendre le tout moelleux et agréable. Et c'est assez drôle parce que les blaireaux, en fait, ils coincent les feuilles, les mousses comme ça sur leur poitrine, et ils reculent pour ramener les feuilles fraîches et ils font ça régulièrement pour renouveler, que ce soit toujours propre. Et en effet, ils ont des latrines, des espèces de pots
où ils creusent et ils font leurs besoins, et qui sont en périphérie de leur territoire, donc ça sert aussi à marquer la zone pour dire que c'est chez eux, mais ils sont très propres, il n'y a pas de crottes dans les terriers. Alors il y a un animal qui a été évidemment, qui est rendu célèbre par un film Nemo, c'est les poissons clowns qui sont tellement jolis, en plus c'est vrai qu'on dirait des peluches, je sais pas si on peut dire ça. Alors eux aussi c'est très étrange quand même les poissons clowns. Alors, et le film nous a un peu menti, parce qu'il ne nous dit pas absolument. tout. Le film ne nous dit pas tout. Mais oui, les poissons clowns, souvent, ils forment plus que des couples, parce que dans le film, on voit donc le marin, qui est le papa poisson, avec son épouse Corail, au tout début. Et il y a un accident fâcheux au début, la femelle se fait tuer par un prédateur, par un barracuda. Et en fait, dans la nature, ce qui se passe, si une femelle meurt, en fait, il y a un couple, donc un mâle et une femelle, et souvent des petits mâles satellites. Donc c'est plus un groupe qu'un couple. Et le plus gros mâle, en fait, va changer de sexe pour devenir une femelle au moment de la mort. Et donc le premier mâle satellite qui était dans la suite de la hiérarchie va grossir pour devenir le mâle principal. En fait, il y a toujours un couple principal, une femelle dominante, un mâle dominant, et des petits mâles qui attendent leur tour et qui doivent attendre sagement que la femelle décède pour qu'un mâle change de sexe, prenne sa place et que le tapis roulant se réactive pour gagner en rang social. Et on apprend qu'ils peuvent vivre jusqu'à 30 ans pour un petit poisson comme ça, c'est incroyable. Grâce à la protection de leur anémone. C'est vrai qu'un poisson clown tout seul dans le grand océan, il fait pas long feu, parce qu'il y a plein de prédateurs qui le trouveraient vraiment à leur goût. Mais en fait, ils font une symbiose, un mutualisme avec cette anémone, qui a donc des tentacules venimeux. Et en fait, le poisson clown, alors on ne sait pas encore très bien comment ça fonctionne. On sait qu'il y a des espèces de poissons clown précises qui vont avec des types d'anémones précises. On sait qu'ils peuvent se frotter aux tentacules et qu'après, en fait, ils ne souffrent pas du venin, qu'ils sécrètent une sorte de mucus sur la peau pour se protéger, mais on ne sait pas exactement comment se fait l'immunité, la protection du poisson clown. Mais grâce à cette protection, les poissons, les autres prédateurs ne peuvent pas rentrer dans l'anémone et le poisson clown vit sa vie et peut vivre très vieux. Et on découvre aussi qu'il y a des sons, qu'ils ont une vraie communication, comme pour tous les poissons. D'ailleurs, on découvre des choses incroyables là-dessus. Et ça, c'est une découverte très récente où on s'est rendu compte que voilà, ils avaient plein de sons différents, des plocs, etc. Et que selon les zones, entre l'Indonésie et je crois que c'est au sud, aux Comores, quelque chose comme ça, il n'y a pas les mêmes sons. Alors ça pose la question de est-ce qu'il pourrait y avoir une transmission culturelle des sons chez les poissons clowns. Ça, je ne peux pas encore répondre, ce sont des découvertes vraiment récentes, mais ça serait assez fou parce qu'on réserve pour l'instant la transmission culturelle, la culture, à des animaux comme les orques, comme les grands singes. Et ça serait vraiment assez passionnant de découvrir ça chez des poissons. Avec un accent.